Excellence, Monsieur le Président de la République. Disposition préparatoire pour le défilé. En avant. C'est pas seulement la corruption qu'on cherche à dénoncer à travers cette plainte, parce que la corruption, on n'a pas vraiment de leçons à donner en Europe, mais c'est surtout le décalage entre la fortune accumulée par ces familles dirigeantes dans différents pays européens et aux États-Unis également, et la misère dans laquelle se trouve chacun des pays visés. Donc là, nous nous trouvons devant un des appartements qui appartiendrait à Antoinette Sassou Nguesso, donc qui est l'épouse du chef d'État du Congo-Brazzaville. C'est un appartement qui comprendrait 9 pièces, donc plus de 330 mètres carrés pour un coût total de 2 500 000 euros. Donc oui, voilà, on peut s'interroger sur les sources de financement de ce bien, quoi. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois aujourd'hui dans votre émission Les yeux dans les yeux. Merci beaucoup pour votre attention à cette émission. Aujourd'hui, mais le plus important ici, c'est toujours de récapituler et de donner la meilleure information à vous, chers compatriotes. Aujourd'hui, le trésor de Zidane, l'argent du peuple dans les grottes du pouvoir, chers téléspectateurs. Le Congo étouffe sous le poids d'un mystère aux allures de tragédie grecque, chers téléspectateurs. Les trésors de Zidane, ce nom poétique cache une réalité sordide. Donc, des milliards de dollars issus du pétrole, du cuivre et du bois, détournés par une oligarchie sans visage. Ces richesses, chers téléspectateurs, censées financer des hôpitaux, des écoles et des routes, ont été siphonnées via des contrats opaques signés dans l'ombre du palais présidentiel, chers téléspectateurs. Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens.
Rappelons que fin juin cette année, Julian Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu, Wilfried Nguesso, a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. Et vous remarquerez dans tout cela les dessous de ce scandale. Parce qu'aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons revoir les dessous du scandale. Les acteurs des sociétés offshore à Dubaï, des intermédiaires européens et des généraux congolais, tous reliés par un fil invisible. Chers téléspectateurs, qui est le fil invisible? Denis Sassou Nguesso. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 € par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 € et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Le timonier qui dirige le pays depuis 42 ans, chers téléspectateurs. Et il ne faut pas l'oublier, chers compatriotes, que nous avons également les preuves, parce que des rapports d'ONG comme Global Witness, Justice pour le Congo, révèlent des virements bancaires vers des comptes suisses et des achats de luxe à Paris, chers téléspectateurs. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, aujourd'hui, si l'argent du Trésor était utilisé pour le Congo, aurions-nous encore des enfants mourants si le Trésor était utilisé, si l'argent du Trésor, chers téléspectateurs, était utilisé pour le Congo? Là, nous sommes le matin devant l'hôpital à Cissé avec le bébé et l'oncle du bébé. Donc, on va aller pour la consultation avec la grand-mère au niveau de l'hôpital à Cissé. On va essayer de faire traiter l'enfant. On va voir comment remettre notre enfant en l'état. Bébé,
Tu vas être guéri, hein? Allez, souris un peu, souris un peu. Souris un peu. Oh là là. Le bébé de la gloire. L'enfant a été retenu, l'enfant est hospitalisé. Il est au service de malnutrition, à l'étage de la pédiatrie. Donc, l'enfant est hospitalisé, on ne sait pas pourquoi de jour, mais il a commencé son traitement. Il était déjà sur perfusion, on l'a laissé sur perfusion. Là, nous allons nous diriger au grand marché pour faire des petits achats, acheter la thermos, faire une aide. Parce que moi, qui viens à l'aide, moi, qui viens à l'aide, moi, qui viens à l'attaquer, quand il va y a moi, ma pédoro, bah, son lait, na sœur, amour, gracilia. Donc, même, ma bête, ma c'est quoi, nazan, na, oncle, ya, dit, na, quoi, ajouter, moi, ma fille, ma somme, apana, les mois, pouvait, ça m'a ban, nous, tu as un dia, à chaque souka. Donc, non, je ne veux pas tout, moi, dans la ville, avant de l'attaquer, donc, mais ça, moi, le nécessaire, qui permet de la moine. Tu veux comprendre? Donc, il y a que moi, ma complet, et ma complet, je pense, 3 que la 4. Complet 3, dans le moine, il y a ma biberon, il y a awa, il y a ma biberon, il y a inzo, il y a inzo, il y a mes piquants. Il y a un serviette pour nettoyer moi, il y a moi, bassi par moi, il y a un serviette. Il y a un gant, moi, il y a ma chaussette. La tisane de la chaussette, la vanne marquée, ça vient de la chaussette. Il y a eu la priébis noire. Il y a été thermos. Il y a avec ça, mazatia, il y a moi. On est à la Bible. Il y a un mois complet. Il y a que zone na catch. Il y a ma lide, il y a ma didi. Il y a ma didi. Il y a que zone. Bagon. Bagon, il y a que zone. Il y a que ma pull. Il y a même la saille. Bon. Elle va bien, on a filmé, il y a un tout pour que. Bon, c'est pour parler. Ça, c'est un pantalon. La dame là qui a donné sa cadeau. Il y a 10 robes. Il y a plié. Il y a 10 robes. Ma robe, il y a bien. Il y a 10. Il y a 10 robes. Ça m'a permis de moi. Il y a 10 robes. Comme ça, moi, avec une bataille changée. La robe qui est 10. 10 robes qui est là-bas. 10 robes qui est là-bas. Donc, ça m'a moi. Maintenant, ça m'a vendre disponible. Parce que béton, mais que quoi là, Tom qui vendre disponible sur le téléphone. Parce qu'il y a un siamé coin. Avant que vendre a besoin de beaucoup là. On va appeler ça ici. Avec ici, avec ça, numéro de vendre Nakati, au cas de, game beaucoup le mounou, comme ça, mounou que puis là. Parce que mounou que tama. Dans n'importe quelle situation, il y a beaucoup de mounou, mounou que puis, mounou que ça, numéro à Nakati, donc nous marquons. Donc vraiment, la famille a été dans l'hôpital, a été hospitalisée, et on fait le nécessaire que nous pouvons faire. Si bien qu'il y a un hôpital le bébé en pédiatrie, salle numéro 16. Venez à la salle numéro 16, vous allez voir l'enfant. Aurions-nous encore des enfants mourant de paludisme dans des cliniques sans médicaments? Je crois que non, chers téléspectateurs. Parce que nous allons revenir au voyage de Denis Sassou Nguesso à Moscou, chers téléspectateurs. Son voyage en Russie, voilà. Donc, aujourd'hui, pourquoi Poutine joue-t-il le spectacle de l'amitié avec Denis Sassou Nguesso? Parce que, chers téléspectateurs, en juin 2024, Denis Sassou Nguesso s'est rendu en Russie, espérant y trouver une bouée de soleil. Donc, chers téléspectateurs, il ne faut pas l'oublier que le dernier voyage de Denis Sassou Nguesso était en juin 2024. Denis Sassou Nguesso s'est rendu en Russie espérant y trouver une bouée de sauvetage. Quel est le résultat? Quels sont les résultats?
des sourires protocolaires, des photos avec Poutine et rien de concret, chers téléspectateurs. Individuellement ou en couple, la trentaine de chefs d'État invités de marque du président Vladimir Poutine sont tour à tour arrivés dans la grande cour du palais du Kremlin pour assister au grand défilé militaire organisé sur la place rouge de Moscou ce jour significatif du 9 mai. Parmi ses dirigeants, le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Sa présence à Moscou a témoigné les bonnes relations d'amitié et de coopération qui lient la Fédération de Russie à la République du Congo. C'est donc sur la place rouge de Moscou que s'est déroulé ce 9 mai 2025 le grand défilé militaire marquant la commémoration du 80e anniversaire de la victoire soviétique dans la Grande Guerre patriotique. Aucune escorte militaire russe, aucun soutien public. Donc, si nous faisons une analyse froide de ces voyages en Russie, il faut se baser sur les intérêts russes. Parce que la Russie, assoiffée de ressources après les sanctions occidentales, voit le Congo comme un garde-manger minier, chers téléspectateurs. Donc, les mercenaires du Africa Corps, ex-Wagner, protègent déjà les mines de cuivre, mais pas le régime, chers téléspectateurs. Donc, le calcul de Poutine, c'est Sassou est un outil jetable. Mais pourquoi investir dans un président octogénaire de 80 ans, dont le régime vacille sous les scandales? Sassou n'est qu'un pion. Parce qu'aujourd'hui, le voyage de Denis Sassou Nguesso à Moscou n'était pas une alliance, mais un aveu de faiblesse. Chers téléspectateurs, concernant son fils ou son petit-fils, on peut le dire comme ça, Ibrahim Traoré, contre Denis Sassou Nguesso, c'est l'analyse aujourd'hui que je vous propose dans cette émission, les yeux dans les yeux. Parce que le monde aime-t-il les rebelles, mais pas les résistants? Parce que Ibrahim Traoré, chers téléspectateurs, est un capitaine et pensé par la jeunesse africaine et mené et même par certains et aimé par certains médias occidentaux. Sassou, lui, est traité en préféré. Pourquoi cette différence, chers téléspectateurs? Parce que quand nous faisons le décryptage de ce paradoxe, Traoré, homme nouveau, il incarne la rupture avec le néocolonialisme, son discours anti-français et sa gestion de la crise sécuritaire au Burkina séduisent même les Occidentaux. Pourtant, mal à l'aise, ne peut ignorer sa popularité, chers téléspectateurs. Donc, Sassou est dans l'ancien monde. Il représente tout ce que l'Afrique rejette. La longévité autocratique, la corruption éhontée, la soumission à l'étranger. C'est ce que Denis Sassou Nguesso représente aujourd'hui. Donc, les partenariats avec la Russie et la Chine ne sont pas idéologiques, mais mercantiles, chers téléspectateurs. Donc, il y a également, dans notre analyse, chers téléspectateurs, l'hypocrisie des grandes puissances. La France critique Traoré, mais ferme les yeux sur Sassou. Aujourd'hui, Total a besoin de stabilité pétrolière. Les États-Unis dénoncent la Russie en Afrique, mais achètent le cobalt congolais via des intermédiaires. Il faut organiser des interpellations. De Mitterrand à Macron, chers téléspectateurs, la fin de la France-Afrique ou son recyclage. Parce que dans les années 80, la France de Mitterrand et Chirac était la France des coups d'État qui protégeait les dictateurs, chers téléspectateurs, et siphonnait les ressources. Mais aujourd'hui, Macron clame la fin de la France-Afrique, mais les pratiques persistent, chers téléspectateurs.
Donc, quand nous faisons la comparaison, c'est une comparaison implacable. Parce que sous Mitterrand, la France envoyait des mercenaires pour installer Sassou au pouvoir en 1997. Le conflit, le président Pascal Lissouba s'était à un moment donné rendu en France via le Gabon, où il avait eu un entretien d'ailleurs à l'aéroport avec le président Omar Bongo. Et une fois à Paris, il avait téléphoné à son homologue Jacques Chirac en se présentant comme le président du Congo. Et Jacques Chirac lui avait alors répondu, je cite, mon cher Pascal, tu n'es plus président. Fin de citation. Alors c'est une anecdote évidemment pour rappeler que cette guerre était aussi française, Raphaël Granvaux, puisque Denis Sassou Nguesso avait bénéficié de quelques puissants soutiens en France. Mais rappelez-nous tout cela. Oui, absolument. Sassou Nguesso était le préféré à la fois de Chirac et de Elf, parce qu'il avait organisé l'exploitation pétrolière du pays à des conditions très avantageuses pour l'entreprise française. Et quand Lissouba arrive au pouvoir, il avait en principe un accord de partage électoral qu'il avait conclu avec Sassou Nguesso et qu'il va dénoncer par la suite. Et ni Elf ni la diplomatie française ne vont le lui pardonner. Et effectivement, ils vont organiser l'offensive militaire de Sassou Nguesso d'un point de vue à la fois tactique et d'un point de vue financier. Et donc on peut dire que pendant cette guerre, Sassou Nguesso bénéficiait constamment en permanence du soutien de l'Élysée. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Marcani ne s'en est pas caché, hein, l'homme de main de Pasqua. Il a déclaré très explicitement qu'il avait rencontré les responsables angolais pour organiser le débarquement des troupes dont on a parlé tout à l'heure, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et parallèlement, alors il faut se souvenir évidemment qu'à l'époque, ELF c'est pas simplement une compagnie pétrolière, hein, c'est à la fois une annexe, une caisse noire des services secrets, c'est à la fois une officine barbouzarde pour le RPR, c'est beaucoup de choses à la fois. Et ils se considèrent comme les véritables financiers du pays. Et la particularité, c'est qu'ils vont effectivement aider Sassou Nguesso financièrement à financer sa guerre civile par des montages qui impliquent l'Angola. Mais ils vont également financer Pascal Lissouba, en tout cas financer. Ce sera bien sûr gagé sur le pétrole qui sera extrait plus tard, donc c'est pas perdu pour eux. Hein. Mais ils vont faire des montages financiers pour armer les deux côtés, comme ils l'ont fait pendant la guerre civile en Angola. C'est ça. Donc l'argent de la guerre, très précisément, venait de Elf. Alors, l'argent vient d'Elf parce que c'est Elf qui organise les montages financiers, mais Elf n'est pas une entreprise philanthropique. Ils gagent le pétrole angolais qu'ils vont exploiter plus tard, donc ils récupèrent leur mise de toute façon. Quels ont été les liens après la guerre, le Congo et la France? Je veux dire, évidemment, je ne parle pas des liens officiels. Hein. Est-ce qu'on peut dire que, 20 ans plus tard, il y a une sorte, de pacte comme ça, non visible entre les vainqueurs de la guerre au Congo et les différents locataires de l'Élysée? Chirac n'a jamais caché son amitié pour Sassou Nguesso. Mais au-delà de Chirac alors au-delà de Chirac, Mitterrand n'a jamais remis en cause ce partenariat privilégié. Si je remonte un peu si je remonte plus récemment dans le temps. Oui, Sarkozy. Pardon? Après Chirac, c'était Sarkozy. Oui, Sarkozy, il n'y a pas eu de changement non plus. Hein. Sarkozy a mis ses pieds dans la diplomatie chiracienne de ce point de vue-là. Il n'a jamais dénoncé les liens qui unissaient la diplomatie française avec Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo ou d'autres caciques de la France-Afrique. Et plus récemment, donc Hollande, s'il a pris quelques distances au départ, s'est très vite rangé à la réelle politique. Il a trébuché sur le Congo-Brazzaville. Entre autres, oui, on se rappelle de ce qui s'est passé lorsque Denis Sassou Nguesso a voulu modifier sa constitution. Il a déclaré qu'il avait tout à fait le droit de le faire. Avec le recul aujourd'hui, quelle est votre réflexion pour finir, Raphaël Granvaux, sur cette période de l'histoire, franco-congolaise? Parce que finalement, on parle de coup d'État, on parle de guerre civile évidemment, on considère que évidemment c'était un coup d'État qui était monté. Avec le recul, est-ce que on peut considérer aujourd'hui quelles sont les responsabilités de la France dans cette page sombre de l'histoire du Congo? Mais elles sont quand même énormes, hein, parce que l'implication militaire, alors c'est fait de manière officieuse par le recrutement de mercenaires, mais on sait par ailleurs qu'il y avait également des vrais militaires français qui étaient officiellement en congé provisoirement pour pouvoir être impliqués militairement au Congo, mais il restait des militaires français sous ordre et qui ont participé, y compris à l'épuration ethnique qui a été menée au Congo-Brazzaville. Donc ça relève de la complicité du crime de guerre. Et bien évidemment, on peut également noter tous ces conseillers de l'ombre français, évidemment, qui ont pu entourer le nouveau pouvoir de Brazzaville après la guerre.
Oui, tout à fait. Enfin, le véritable enjeu, le crime entre guillemets de Pascal Lissouba, qui n'était pourtant pas un Sankara ou un Lumumba, c'est d'avoir voulu toucher au pactole pétrolier d'Elf, d'avoir introduit une entreprise pétrolière américaine sur l'exploitation sans l'accord d'Elf, d'avoir voulu remonter la redevance pétrolière parce qu'il était aux abois compte tenu de la dette qu'avait laissé Sassou Nguesso avant lui. Oui. Et voilà. Donc, comme l'ont déclaré d'ailleurs les responsables d'Elf par la suite, nous, la guerre civile n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de faire des affaires. Est-ce qu'on peut conclure en disant que la guerre de Congo-Brazzaville, eu égard à l'implication de la France, c'était le dernier acte focardien de l'Élysée? On peut dire ça si on veut, parce que Jacques Chirac avait rappelé Foccart à l'Élysée, mais ça n'est certainement pas le dernier coup tordu de la diplomatie française et sa dernière implication dans les conflits qui ont suivi. Hein. Oui, mais là c'était une implication massive, il y a eu guerre. C'est une implication massive, enfin si on se rappelle quelques années plus tard comment l'armée française tire sur des civils ivoiriens après un bombardement qui reste quand même très mystérieux aujourd'hui, bon, c'est certainement pas la fin de la France-Afrique. Il fallait le rappeler. Merci beaucoup Raphaël Grambaud, merci infiniment. Porte-parole de l'association Survie. Les comptes bancaires de l'Élysée français des milices sous Macron, ce que Total fait par exemple, Total signe des contrats juteux avec le régime congolais, tandis que les services secrets français surveillent l'opposition pour éviter l'instabilité. Donc, vous remarquerez, chers téléspectateurs, le double langage. La France critique la Russie en Afrique, mais laisse ces multinationales piller comme avant. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà reçu des témoignages cinglants de certains diplomates français qui m'ont confié que le Congo est un dossier trop sensible. Je lui ai demandé pourquoi le dossier du Congo est-il sensible. Il me dit le pétrole prime sur les droits de l'homme. Voilà la réponse de ce compatriote français, de cet ami français qui est aussi dans la politique française, chers téléspectateurs. Mais malgré tout cela, nous avons quand même de l'espoir. Pourquoi nous avons de l'espoir, chers téléspectateurs? C'est parce que nous avons le CRC. Le CRC, c'est le congrès pour la renaissance du Congo, chers téléspectateurs. Et au milieu de ce chaos, il y a une lueur d'espoir. Parce que le Congrès pour la renaissance du Congo, ce mouvement né dans la diaspora et des universités, refuse de participer au parade électoral de 2026, chers téléspectateurs. Nous avons un combat au CRC, chers téléspectateurs. Notre combat le plus farouche, c'est la justice économique, chers téléspectateurs. Parce que nous devons récupérer le trésor de Zip via des procès internationaux, unité populaire. Nous avons aussi, nous regardons aussi plutôt cet aspect où nous allons faire une diplomatie claire. Voilà, la diplomatie claire qui ne s'aligne sur la Russie, ni soumission à la France, ni sur la Russie. Le CRC prône un partenariat équitable avec l'Union africaine. Parce que nous avons un aspect solennel. Les Congolais et les Congolais, nous vous rassurons encore une fois, chers téléspectateurs, que le CRC n'est pas un parti, c'est un cri. Un cri que nos enfants ne meurent plus dans l'obscurité pendant que Sassou dîne à Moscou. Un cri pour que le trésor volé serve enfin à bâtir des écoles, pas des prisons. Parce que dans la politique du CRC, c'est de ne pas aller à cette mascarade d'élections. Parce que les élections au Congo-Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso et sa cour constitutionnelle est une mascarade. Ce sera, je peux le dire, un fiasco total. Et vous connaissez, chers téléspectateurs, les résultats des élections avec Denis Sassou Nguesso.
chers téléspectateurs, nous allons plonger dans la situation catastrophique du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, le CHU, chers téléspectateurs. Le CHU, chers téléspectateurs, censé incarner l'excellence médicale et l'espoir pour les milliers de Congolais. Actuellement au CHU, si vous rentrez au CHU, il y a beaucoup de malades, mais il faut parfois dire que je peux qualifier ça de peu d'infirmiers. Parce que ça fait à peine 2 jours que j'étais au CHU avec ma fille. Nous sommes arrivés à 8 heures, elle était à l'agonie, mais jusqu'à 10 heures, on ne recevait pas parce que le docteur n'est pas là. Ce qui est mauvais d'abord, c'est ça. Et ce que j'ai encore remarqué, le mode de soins, le docteur est venu, l'a prescrit. Il arrive des fois, le malade sur le lit, l'infirmier qui arrive n'arrive pas à appliquer ce que le docteur a écrit. Il ne connaît pas. Il ne connaît vraiment pas. Je me demande, est-ce que ce sont réellement des docteurs formés, les infirmiers formés ou les infirmières formées, ou ce sont des enfants qui commencent, ou ce sont des filles ou des garçons qui commencent d'abord par des filles de salle, apprendre à former, à injecter un peu dans les coulisses pour porter la blouse blanche demain. Si vous remarquez actuellement, il y a beaucoup de malades au CHU et par jour, il faut engendrer combien de morts. Et pourquoi c'est mort parfois? C'est par des petites choses que quelqu'un ne pouvait pas mourir, par manque de soins, par manque de la prise de soins au sérieux. Nous ne croyons pas si ce sont des infirmiers bien formés, même si les docteurs bien formés, je les considère que des docteurs bidons. Ils n'ont rien dans leur tête. On le prend seulement tout simplement, ils viennent du village, on le classe là comme docteur ou bien comme infirmier. Ils ne connaissent pas le diagnostic d'un malade. Dans le temps, il y avait les garçons de chambre qui s'en occupaient des malades. Mais en ce moment précis, il n'y a rien. Les malades sont abandonnés. Même les gardes malades sont vraiment, nous regrettons. Surtout pour les gardes malades. Il est là bien placé pour garder le malade. Mais lorsqu'il pleut, on les chasse, ils sont dehors, ils se mouillent. L'espoir des Congolais, chers téléspectateurs, s'est mué en symbole tragique de l'effondrement d'un système de santé abandonné par l'État. La situation qui règne n'est plus une crise, mais une honte nationale, chers téléspectateurs. Un scandale qui révèle sans tard l'incapacité nue ou la mauvaise volonté d'un gouvernement sourit au cri de détresse de son peuple, chers téléspectateurs. Un gouvernement qui sourit et qui est sourd au cri de détresse de son peuple, chers téléspectateurs. Mais où est passé l'oxygène? Où sont passés les moyens au CHU? Comment expliquer qu'un hôpital de référence manque d'oxygène? Ce souffle vital, tandis que les déchets s'entassent comme des épitaphes d'une gestion calamiteuse, chers téléspectateurs. Cette contradiction obscène résume tout. Des patients qui suffoquent dans des couloirs insalubres, des familles contraintes d'acheter des médicaments à prix d'or, des médecins réduits à l'incompte par le manque de matériel. Mes chers téléspectateurs, où sont les milliards alloués à la santé? Où sont les promesses d'hôpitaux modernes et discours sur la priorité à la vie humaine? Mais où sont passés les 160 milliards destinés à la santé, à construire un mini-centre sanitaire à Maya-Maya, l'argent destiné au Covid, les 160 milliards que Mikolo a dilapidé, a volé avec sa clique. Dans votre programme d'action gouvernementale, vous aviez 12 batailles ou axes prioritaires, et parmi lesquels l'accès à la santé. Et cet après-midi, nous sommes allés devant le CHU de Brazzaville pour recueillir des témoignages d'usagers ou de familles d'usagers du service public. Je précise que la plupart ont préféré témoigner à visage caché. Nous avons aussi interviewé un représentant de la société civile. Ils décrivent tous une situation de dénuement à l'hôpital public. Je vous propose d'écouter les 2 témoignages que nous avons retenus.
Il y a aussi des moments où les malades manquent de médicaments, même une seringue. On est incapable de donner la seringue, même les paires de gants. Parce qu'il y a des cas où on ne peut pas toucher votre malade parce qu'il n'y a pas de gants. Vous imaginez, s'il n'y a personne pour soutenir le malade ou bien il n'y a pas d'argent, on ne peut pas tenir le malade, on ne peut pas mettre les soins parce qu'il n'y a pas de gants. Donc les hôpitaux manquent même des gants. Il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de soins vraiment appropriés. Tout ça, c'est le système, c'est la conséquence de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Le jour où le Premier ministre va se faire soigner à Brazzaville ou au Congo, on comprendra que le système sanitaire a amélioré ses performances. Tant que nos responsables continueront à aller se faire soigner en Europe, c'est un indicateur simple qu'ils n'ont pas confiance à leur propre système de santé. Voilà, on vient d'entendre Trésor Nzila, directeur exécutif du Centre d'action pour le développement. Vous prévoyez un système de caisse d'assurance maladie universelle qui devrait entrer en fonction le 1er juillet 2023. Est-ce que le Congo sera prêt pour l'entrée D'abord sur le CHU, madame, je peux vous dire qu'un grand travail est en train d'être fait au CHU et des plateaux techniques sont en train d'être améliorés. Nous travaillons de ce point de vue avec un financement de l'Agence française du développement et de la BDAC. Des équipements sont en train d'être mis, des laboratoires en train d'être améliorés. Pour l'instant, les maintenant, la qualité des soins, non. Il ne nous a pas parlé de manque d'équipement, il nous parle de la qualité des soins. Il parle de manque de gants, il parle de manque de seringues. C'est possible. Ça veut dire que nous avons réalisé déjà un travail abyssal en matière d'amélioration du plateau technique et ça, il faut qu'on le reconnaisse. Et ça ne s'est pas arrêté au CHU. Vous avez l'ouverture des 2 hôpitaux généraux à Djiri, pour Brazzaville et à Pointe-Noire au niveau de Ngoyo. Et là aussi, on vous dira quand même qu'il y a une meilleure qualité des soins. Donc, Rome ne s'est pas construit en un jour. Petit à petit, les choses sont en train de se faire. On peut au moins déjà constater que la situation du CHU aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 3-4 ans. Sur la couverture Alors, maladie oui, bien universelle, sûr, un grand programme. Est-ce que le 1er juillet, ce sera prêt ou pas encore? Le 1er juillet, nous sommes en train de travailler maintenant sur l'informatisation du système et la mise en état des hôpitaux, des établissements de santé, parce qu'il faut que ces établissements de santé répondent à un certain nombre de critères. C'est le travail qui est en train d'être fait, mais nous avons foi qu'en 2023, nous réussirons à poser les bases d'un système d'assurance maladie. Sachez que tout cela sera comptabilisé à la Cour des comptes. À moins que vous restez au pouvoir pour une éternité. Mais si un jour vous quittez le pouvoir, sachez que vous allez rendre compte pour tous les morts que vous avez occasionnés au CHU. Claudia Mikolo, ton nom est marqué dans les annales de l'histoire, chère madame. Chers téléspectateurs, en tout cas, il y a des chiffres accablants. Les témoignages déchirants des erreurs de diagnostic qui coûtent des vies. Des patients traités avec négligence comme mépris par un personnel à bout, lui aussi victime d'un système qui le broie, chers téléspectateurs. Le CHUB n'est plus un lieu de soins, mais un mouroir où s'éteignent chaque jour des femmes, des enfants, des pères, des vies sacrifiées sur l'autel de l'incompétence et de la corruption chez les spectateurs. Le gouvernement détourne les yeux, mais jusqu'à quand? La colère gronde, mais le pouvoir reste muet. Les appels à l'aide des soignants et des familles se heurtent à un mur de cynisme, chers téléspectateurs. Parce que comment ne pas voir dans cette inertie une trahison du serment républicain? Comment ne pas dénoncer l'arrogance d'une élite qui se soigne à l'étranger pendant que le peuple agonise dans les hôpitaux délabrés? L'État a-t-il renoncé à sa mission première, protéger les siens? Chers téléspectateurs, non mais franchement, à un certain moment, est-ce que nous avons des dirigeants qui ont du cœur, qui pensent à leur population? Nous l'avons dit récemment que nous avons maintenant adopté le système, le style où
nous critiquons les failles du régime, mais nous proposons aussi, des solutions. Pourquoi ne pas, chers téléspectateurs, organiser une journée porte ouverte du CHU? Oui, mais pour quelle transparence? Parce que organiser, chers téléspectateurs, une journée porte ouverte comme proposé est une première étape. Mais que montrerait-on? Des murs, des équipements rouillés, des visages épuisés? Le gouvernement osera-t-il affronter le regard des familles en deuil, des survivants marqués à vie? Cette initiative ne servira à rien si elle ne débouche pas sur des actes concrets, chers téléspectateurs. Et les actes concrets, pour nous, c'est d'abord l'audit indépendant et les budgets urgents, la sanction contre les responsables de ce désastre. Tous les voleurs, tous ceux qui ont pillé, tous ceux qui ont volé, il faut les sanctionner. Parce qu'au Congo, tant qu'on ne sanctionne pas le vol, ça va continuer, ça va persévérer. Donc, le Congo mérite mieux que cette humiliation, chers téléspectateurs. Le CHU n'est pas qu'un hôpital en ruine, c'est le miroir d'un pays où l'indifférence des dirigeants tue plus sûrement que les maladies. À quoi sert la richesse pétrolière si les enfants meurent par manque d'oxygène? À quoi servent les discours patriotiques si l'on laisse pourrir les services publics, chers téléspectateurs? À quoi cela sert? Parce que comment expliquer qu'un hôpital de référence manque d'oxygène? C'est insoutenable. Donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui, le CHU est une machine à mourir, pas à soigner. Parce que toutes les personnes qui vont au CHU aujourd'hui, vraiment, ils n'ont pas l'espoir de survivre. Parce que au CHU, tu ramènes une occlusion intestinale, dis-toi que déjà, tu vas mourir. Occlusion intestinale au CHU, tu vas directement à la mort. Parce qu'ils n'arrivent jamais à traiter ce genre de maladie pour un hôpital de cette grande envergure. Centre hospitalier universitaire. Mais je pense que le temps des excuses est révolu parce que le peuple congolais exige des comptes, des réparations et surtout des actes. Le CHU doit renaître, chers téléspectateurs, non pas pour flatter l'ego des ministres, mais pour redonner à chaque citoyen le droit fondamental à la dignité et à la vie. C'est de ça que nous parlions, nous, au CRC. Et à ceux qui nous gouvernent, votre silence est complice. Donc, votre inaction est un crime. L'histoire jugera, mais le sang versé dans les couloirs du CUD lui crie des vengeances. Parce que beaucoup, aujourd'hui, sont en train de perdre la vie parce que le Premier ministre avait promis de mettre les conditions au CHU, mais jusqu'aujourd'hui, les travailleurs ne sont pas payés, ils n'ont pas de salaire et c'est toujours la même histoire tous les jours. Donc, nous ne savons plus comment est-ce qu'il faut parler pour ce pays-là, mais nous n'allons pas également nous fatiguer. Donc, il y a également la situation que nous allons brosser tout juste en passant. Le syndicat de LDC qui se présente comme le défenseur du peuple congolais, mais les méthodes de ce syndicat, de la société d'électricité, sont en contradiction et en font aujourd'hui une menace pour la stabilité nationale, chers téléspectateurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire l'analyse d'un combat qui ressemble davantage à une mascarade qu'à une lutte légitime. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des syndicalistes aujourd'hui sont corrompus par le gouvernement, par le Premier ministre, et ils font le syndicat pour leur propre vente. Donc, vous accusez
les syndicalistes de EDC accusent le gouvernement d'avoir peur d'eux, mais depuis février, ils boycottent les réunions et n'ont toujours pas déposé leur fameux vrai modèle de dossier concernant l'affairage promis. Mais où est la crédibilité? Un syndicat qui n'arrive pas à produire un document de 5 pages, même plus de 10 pages à 20 pages. Mais non, il faut que ça s'arrête. C'est un syndicat des affamés qui sont là pour voilà, tromper le peuple comme d'habitude. Parce que toutes leurs revendications, ce n'est pas pour les agents de la EDC, mais c'est pour eux, parce que nous avons suivi leur réagissement, leur discours, mais ce n'est pas des discours qui prônent l'unité nationale. Nous sentons beaucoup d'amateurisme qui ridiculisent leurs revendications. Moi, je pense que c'est le modèle alternatif fantôme. Hein? Critiquer les contrats d'affermage, c'est facile, mais après, vous critiquez les contrats et les concessions, c'est facile. Donc, moi, je pense que il y a trop d'amateurisme qui ridiculise les revendications de ces syndicats. Donc, il faut adopter, il faut voir plutôt la stratégie du chaos, hein, boycotter les commissions tout en manipulant les agents, parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites, ce n'est pas bien, chers syndicalistes. Vous boycottez, vous manipulez les agents qui travaillent dans les régions, dans les petites localités, et vous, cela n'avance pas la EDC carré. Donc, je crois que essayez de revoir un peu comment est-ce que vous allez défendre vos droits, mais défendez vos droits sans pourtant créer de l'instrumentalisation des travailleurs locaux qui rappellent des méthodes de milice par des syndicalistes responsables. Donc moi, je pense que ce n'est pas responsable. Parce qu'un syndicat aussi agressif, aussi désorganisé, mais aussi médiatisé, mais il faut voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous finance pour faire cette agitation. Y a-t-il des intérêts étrangers? On peut revoir tout ça. Ou des corrupteurs derrière ces manœuvres. Donc, militez pour vos droits et pour les droits de tout le monde. Parce que nous l'avons constaté, nous suivons les informations. Vos revendications sont des revendications de ventre. Ce ne sont pas des vraies revendications. Parce qu'il y a déjà la corruption qui est rentrée dans vos couloirs de syndicats. En tout cas, merci beaucoup pour cette émission. Nous n'allons cesser de vous informer comme d'habitude. Suivez RC, la chaîne également des grands défis. Et nous vous remercions. Ingeta, Eric Libilinga Mokuba et Kwayolo, les yeux dans les yeux, que Dieu vous bénisse.